le donneur d'ordre, c'est l'organisme de formation. C'est lui qui va demander à un sous-traitant de travailler pour lui, va lui demander ses services. Il va donc commanditer les missions pour son sous-traitant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, pas de Jimmy aujourd'hui. Bonjour Yeter. Bonjour Sébastien. On va faire cette nouvelle vidéo pour répondre à des très nombreuses questions qu'on a de plus en plus au quotidien de la part des formateurs sous-traitants et des donneurs d'ordre qui font appel à ces formateurs sous-traitants concernant leurs obligations respectives et cette application du décret au 1er avril de cette année qui soulève des questions, qui soulève des inquiétudes aussi. Et on va essayer un petit peu comme d'habitude de répondre à tout ça. Voilà. Je profite de cette introduction pour vous remercier tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux surtout à nous faire confiance dans le cadre de la certification de votre organisme de formation. Et voilà, je tenais à vous remercier au nom de toute l'équipe de Certifopack parce que voilà, on est très fiers de vous accompagner dans vos démarches. Pour commencer, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il serait important peut-être qu'on définisse un petit peu les termes pour qu'on parle bien de la même chose en fait, tout simplement. Un formateur, pour toi, c'est quoi? Alors un formateur, déjà il est spécialisé dans l'enseignement, dans la formation, globalement, hein, c'est ça. Il transmet bien sûr ses compétences, ses connaissances. Il a des méthodes et qui doit être approprié aux objectifs de l'apprenant. Donc il crée des programmes, il va créer des contenus et autres adaptés à la formation qu'il va proposer. Voilà le rôle du formateur en général, quoi. Ok, je te pose cette question parce que une des problématiques qui est souvent soulevée dans le cadre de la sous-traitance, c'est finalement, moi j'interviens dans un contexte de formation, mais je ne suis pas en face-à-face pédagogique. Est-ce que je suis concerné par... Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est utile quand même qu'on rappelle ce que c'est Bien qu'un sûr, formateur. Voilà. tout à fait. Il exécute en tout cas une partie ou l'entièreté de la formation et de la situation de face-à-face pédagogique. Bien sûr, c'est lui qui va être vraiment le prof, hein, on va dire, le formateur, et il va s'adapter justement à l'apprenant, avec les objectifs et puis toute la partie acquisition et positionnement pour que le bénéficiaire ou l'apprenant, tout dépend comment on emploie le terme, puisse finaliser sa formation et en sortir avec réussite, avec quelque chose en fait. Ouais, qu'il atteigne l'objectif, ok. Tout à fait. Ok. Et donc, bon, si on part sur notre sujet d'aujourd'hui, je pense qu'il est important aussi qu'on définisse clairement ce que c'est qu'un sous-traitant, ce que c'est qu'un donneur d'ordre, parce que ça, c'est un peu notre jargon à Oui. nous, c'est le jargon de la norme, mais on se rend bien compte quand on échange avec nos clients et avec tous les OF qu'on rencontre, c'est pas toujours si clair que ça. Si tu devais donner une définition de ce que c'est qu'un sous-traitant, comment tu caractériserais ça? Un sous-traitant, pour un organisme de formation, hein, donc pour pour un centre de formation, hein, qui est du coup le donneur d'ordre. Mmh. Donc, mais on va rester sur le sous-traitant qui Ouais. travaille pour l'organisme de formation. C'est un formateur indépendant, d'accord, ou freelance ou autre, qui fournit ses services, hein, pour le compte de l'OF. Voilà comment est traduit le sous-traitant. OK, donc c'est quelqu'un qui, facture ses prestations? C'est ça, OK, bien sûr. d'accord. Du coup, Yeter, un sous-traitant, en tout cas un formateur qui signe un contrat de travail, un CDD par exemple, avec un organisme de formation, est-ce qu'il est considéré comme sous-traitant? Alors pas du tout, là, il va être salarié. OK, Et là, dans ces cas-là, on est sur la partie équipe pédagogique de l'OF et non sous-traitant. OK, donc le sous-traitant, c'est vraiment quelqu'un qui facture ses prestations, Tout à fait. à l'OF. OK, d'accord. Et du coup, un donneur d'ordre, qu'est-ce qu'on entend par cette notion de donneur d'ordre? Alors, le donneur d'ordre, c'est l'organisme de formation, du coup, pour le coup. C'est lui qui va demander à un sous-traitant de travailler pour lui, va lui demander ses services. Il va donc commanditer les missions pour son sous-traitant. Donc, il va être responsable des besoins de la formation, mais va passer par son sous-traitant. Et c'est lui, si je me trompe pas, qui contractualise et échange avec le client? Directement. D'accord. Au final, c'est là où on va parler peut-être de tripartie, c'est qu'il va avoir donc le donneur d'ordre, donc le commanditaire, Mmh. il va avoir le sous-traitant et il va avoir le bénéficiaire.
Voilà, finalement, le commanditaire et le client, ils ont pas forcément de lien direct. Bon, bah, super, Yeter, on a défini les termes, on sait de quoi on parle. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand même quelles sont les obligations des uns et des autres. Je vais essayer de faire un rappel un peu, synthétique, des obligations du sous-traitant, des obligations légales, hein, voilà, des conditions légales à remplir. La première, ça peut paraître évident, pour la plupart, de ceux qui nous écoutent, mais c'est déjà de détenir un numéro d'enregistrement de déclaration d'activité. Donc ce numéro, le NDA, hein, famille, on l'appelle comme ça la plupart du temps, ce numéro, il est délivré par l'adresse et il est indispensable, pour exercer légalement en tant qu'organisme de formation et ce, quel que soit le contexte. On le verra après, dans le cadre du CPF, il y a encore des «contraintes» entre guillemets qui s'ajoutent, mais tu me confirmes, voilà, le NDA obligatoire à partir Ah, du moment obligatoire. où on est, formateur et où on intervient dans le cadre, de la délivrance d'une formation. Il faut évidemment respecter des obligations comptables. Aussi. Voilà, le sous-traitant, il doit, transmettre chaque année son bilan pédagogique et financier. Alors c'est quelque chose qui fait peur, je sais pas, toi pendant les audits, si, enfin j forcément dans la préparation des audits, ne serait-ce que pour l'échantillonnage, tu le consultes ce BPF. Moi j'aime bien rassurer les gens souvent en audit en disant: «Mais, pas de panique, en fait un BPF c'est pas un document si compliqué finalement». Non, c'est pas un document compliqué, mais il faut quand même pouvoir bien le remplir. Mmh. Et c'est vrai qu'au dé enfin, ça peut faire peur peut-être, la première fois qu'on le remplit, hein, mais de part et d'autre, on a également, des vidéos, qui permettent de pouvoir, Mmh. bien remplir son bilan, pédagogique. Et alors souvent la première année aussi, ils n'ont pas forcément ce bilan pédagogique financier rempli et ils ont, des données comptables qui sont Mmh. transmises. Par contre, voilà, nous, en tant qu'auditeurs, on va venir aussi, pour notre échantillonnage, voir, ces éléments pour qu'on puisse faire, au plus logique le picking sur la formation qu'on va choisir, Ouais, bien sûr, bien sûr. voilà. En tout cas, Obligation. c'est une obligation et voilà, souvent, qui dit obligation dit contrainte et on se dit: «Mince, ça va être encore un énième document, particulièrement difficile à Mmh. remplir». C'est pas le cas. Objectivement, on Non, pas remplit des du tout. cases avec des chiffres qui Ah, sont, infiniment, faciles à trouver. Il faut bien sûr quand on est, je reviens, sur les obligations légales, mmh mh. il faut bien sûr quand on est formateur, quand on est sous-traitant, il faut justifier de ses titres et de sa qualité, de ses qualités de formateur. Ça semble un peu évident, c'est un peu le b.a.-ba, mais voilà, les compétences et l'expérience du formateur, ça doit être en lien direct avec, la formation qui est Ouais, dispensée. tout Voilà, à ça fait. semble évident et à partir du moment où, il y a potentiellement même des exigences formulées par le détenteur de la certification, il faut s'y conformer en termes de niveau de compétences, de niveau de diplôme, voilà. Donc ça, c'est Exactement. C'est, des éléments qu'on va retrouver aussi sur nos indicateurs justement. Et en l'occurrence sur le 17 et le 22 où on vient, voir toute cette partie compétences, du formateur qui soit bien en lien et en phase à la prestation qui est proposée, mmh. à l'apprenant. Autre point qu'on cite pas toujours, mais voilà, qui est quand même important et enfin qui est évidemment important, c'est de ne pas avoir de condamnation pénale. Aucune condamnation ne doit entacher la probité ou l'intégrité du sous-traitant. Donc voilà, c'est très clair dans la réglementation, voilà, donc il faut le rappeler. Il faut aussi, satisfaire aux conditions générales, d'utilisation d'EDOF. Mmh Voilà, mh. le sous-traitant, il doit accepter les conditions d'utilisation de la plateforme Mon compte formation à partir du moment où il intervient dans le cadre du CPF. Voilà, donc c'est une obligation légale aussi. Il doit se soumettre aux mêmes obligations que le donneur d'ordre. Donc là, peut-être que, on fera le lien, plus clairement et plus fortement quand on s'attachera à expliciter les obligations du donneur d'ordre. Ça inclut en tout cas pour le sous-traitant, l'onboarding des DOF, c'est-à-dire voilà, le maîtriser, les audits et toutes les exigences réglementaires qui sont applicables à l'utilisation, Bah, pour le coup, il doit être, comme le donneur d'ordre, hein, il doit également, soumettre les mêmes conditions, tout simplement. Il va pas passer à travers, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et une dernière obligation légale, qui est plus spécifique, aux certifications et aux formations spécifiques, mais c'est de détenir l'habilitation à former, puisque dans certains cas, et Mmh dans mh. de nombreux cas d'ailleurs, il y a cette obligation de détention de l'habilitation à former pour pouvoir, être, en droit de dispenser cette formation. On a vu les obligations de base, on va dire, les obligations, les obligations légales qui étaient, déjà, prévues Mmh. avant la mise en application du décret au 1er avril 2025. On va maintenant s'attacher, si tu le veux bien, aux obligations, du donneur d'ordre. Voilà, Mmh. pour pareil, pour clarifier un petit peu cette situation, parce que,
On a parmi nos certifiés aussi bien des sous-traitants que des donneurs d'ordre. Donc, il faut qu'eux aussi aient une visibilité parce qu'ils ont une responsabilité qui est colossale, hein, Mmh. en déléguant, finalement, ce travail de formation et ils ont des obligations. Le cadre réglementaire, cadre par définition tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc vraiment les attendus de la partie donneur d'ordre, c'est exactement les mêmes que le OK. sous-traitant, c'est pareil. Par contre, va s'appuyer, à un point très important et qui est, finalement phare, sur la partie sous-traitance, c'est qu'il y a un contrat qui est, attendu entre le sous-traitant et le donneur d'ordre et plus il va être complet ce contrat et mieux formalisé par rapport aux missions qui vont être confiées et détaillées, mieux, le sous-traitant va pouvoir, apporter les éléments Mmh. de preuve. Ouais. Dans ce contrat, on trouve les missions confiées? Tout à fait, OK. Le contenu de la formation? tout à fait. OK. Les modalités de sanction de cette Oui, formation, hein? oui, oui, les modalités financières, les obligations, les lieux. Ça peut être le lieu, par exemple, Ouais. aussi, confirmé. Enfin, ça peut être, beaucoup d'éléments. Ça peut être aussi tout simplement, bah, même l'analyse du besoin, fait, par le donneur d'ordre et transmis. Ça peut être aussi même l'enquête. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être, écrits, hein, Ouais, sur le OK. contrat, entre les La 2. durée, le planning, Tout à tout. fait. OK, d'accord et c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que finalement, plus le contrat est clair, plus, la répartition est précise des Mmh. missions, plus, il est documenté, finalement, plus l'audit se passe bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais Mmh. concrètement, un contrat bien ficelé, complet, quel impact ça a sur, le périmètre de l'audit? Par rapport au périmètre de l'audit, justement, il y a certains indicateurs où alors typiquement, ça peut être le 4, le 5, le 9, c'est des indicateurs qui parlent à nos auditeurs, hein, n'est-ce pas? C'est qu'on va pouvoir, avoir des éléments plus le contrat va être clair, en fait, plus nous, on va pouvoir, en tant qu'auditeur, avoir les éléments, permettant la conformité de l'audit sur la formation, en fait. Parce qu'on en déduit finalement qui fait quoi. Tout à fait. Mmh. On va prendre un exemple simple, l'indicateur 5 par exemple. On va être sur démontrer des objectifs spécifiques et attendus, sur, l'audit, hein. Eh bien, lui, le sous-traitant, il doit démontrer, qu'il tient compte des objectifs qui sont définis par le donneur d'ordre. Il faut qu'il doit, voilà, démontrer ceci. Voilà, c'est un exemple, hein. Après, il y a d'autres indicateurs qui sont un peu ressemblants aux 5. Et ben écoute, Yeta, on a vu un petit peu, les obligations, enfin, on les a vues même complètement, hein, les obligations, du sous-traitant, du donneur d'ordre. On va rentrer dans le sujet, plus précis, du cadre, CPF, voilà, puisque, 1 an après la loi, de décembre 2022 pour, lutter contre la fraude, notamment au CPF, hein, et toutes les problématiques que ça a impliquées et que ça, implique encore parfois. Et puis visant aussi à interdire le démarchage excessif, qu'on a potentiellement tous connu à une période et qui existe encore aussi malheureusement. Voilà, il y a un renforcement et un décret d'application qui vient consolider et solidifier ces dispositifs contre les dérives, liées à l'utilisation du CPF. La question que les sous-traitants nous posent très, très souvent, c'est: «Mais moi, est-ce que je suis obligé d'avoir Calliope?» Ça peut paraître, plus ou moins évident en fonction des situations, mais ça l'est pas toujours. Calliope, c'est quand même un coût, voilà, Mmh. c'est du temps d'audit, donc forcément, c'est un coût de prestation, c'est du temps aussi. Donc c'est normal que certains, s'interrogent sur la nécessité de passer ou pas Calliope. Pour répondre à cette question, on a développé un outil en fait, assez simple. 3 questions, sur notre site internet. D'accord. Donc, voilà, normalement, vous aurez ça affiché à l'écran. Mais, voilà, une petite série de questions toutes simples. La première des questions qu'il faut qu'on se pose, c'est, est-ce qu'on est micro-entrepreneur? C'est le statut juridique. Voilà, c'est oui, c'est non. Après vient se poser la question, du chiffre d'affaires. 77 700 € plus ou moins, voilà. Est-ce que vous réalisez au moins ça? En fonction de vos réponses, la dernière question, c'est: est-ce que vous réalisez est-ce que vous travaillez dans le cadre d'un organisme de formation qui délivre des prestations CPF? OK. Voilà, on a l'habitude de formuler les choses comme ça. Heu et vous allez le voir, c'est très simple. Concrètement, si vous êtes micro-entrepreneur, que vous êtes en dessous de la barrière des 77 700 €, même si vous travaillez dans le cadre du CPF, vous êtes dispensé de la certification Calliope. Mais c'est la seule situation. Il faut ce régime, ce statut, Mmh. juridique et
ce chiffre d'affaires en dessous de 77 000 euros, 77 700 euros, 700 €. pour être dispensé de Calliope. Si vous êtes une SASU, par exemple, et que vous relancez le test, vous êtes obligatoirement concerné par la certification Calliope. Donc, on vous encourage toutes et tous à aller faire cette petite auto-évaluation sur notre site internet pour clarifier votre situation et savoir exactement où vous en êtes. On rebascule côté donneur d'ordre. Voilà, on a vu comment clarifier sa situation en tant que sous-traitant Oui. et quelles sont les obligations qui nous incombent quand on est sous-traitant, quand on est formateur sous-traitant. Maintenant, voilà, ce décret, il vient aussi apporter de nouvelles obligations pour le donneur d'ordre. Est-ce que tu peux nous en parler? On a parlé du contrat, hein, d'accord, le contrat est écrit, obligatoire. Ensuite, on a la partie, plutôt interdiction de la sous-traitance, en cascade, hein. On ne peut pas déléguer à un autre sous-traitant. OK. Voilà. Donc je peux pas être sous-traitant d'un OF et confier la mission qui m'a été confiée à quelqu'un d'autre? Exactement. OK, ça Tout c'est à fait. interdit. Oui. OK. Donc OK. voilà. Donc dans les obligations, il y a la responsabilité du donneur d'ordre aussi, hein. Donc l'organisme principal reste pleinement responsable de l'éligibilité et de la conformité de son sous-traitant, en fait. Donc OK. ça, c'est sa responsabilité. Donc C'est à lui de s'assurer tout que à fait. OK. Exactement. Et donc la limitation du recours à la sous-traitance, on parle du 20-80. Ouais, le 20-80, un vrai sujet, ça, hein. On a enfin, c'est quelque chose qui revient encore une fois très, très souvent dans les questionnements, de nos clients et de tous les OF qui nous interpellent. C'est pas si compliqué que ça. 80-20, concrètement, vous devez assurer 20 % des prestations de formation en direct avec vos salariés ou vous-même et voilà. Vous ne pouvez pas sous-traiter plus de 80 % de votre activité. Vous avez un chiffre d'affaires et on se base sur le chiffre d'affaires, Oui, hein, là-dessus, tout hein, à fait. voilà. C'est pas du temps de phase pédagogique, c'est du chiffre d'affaires. C'est très pragmatique, c'est très, factuel. Vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires sur la formation, il faut qu'il y ait au moins 20 000 € qui soient assurés en direct par vos services salariés ou vous-même, mais pas par de la sous-traitance. Voilà, c'est la règle du 80-20 et c'est, désormais, gravé dans le marbre. C'est vrai que si c'est pas respecté, il y a beaucoup de contrôles qui maintenant, Mmh. se font, hein. On peut très bien, avoir, comment dire? Des sanctions, hein, donc blocage ou suppression carrément des financements et puis, pas de renouvellement de la certification tout simplement aussi. Ouais, tout à fait. Donc ça a un impact qui peut être assez, important. Très bien, Yeter. Bah, écoute, je pense qu'on a quand même, balayé, une grande partie des questions qui nous sont posées, en tout cas, on espère. On a essayé de redéfinir un petit peu, voilà, les terminologies, qu'on utilise, sous-traitant, donneur d'ordre, de recontextualiser tout ça. On a revu, les obligations respectives de chacun. Elles sont nombreuses, mais il faut toujours rappeler que ce cadre, il est aussi au service, bien sûr, des bénéficiaires et de la qualité de la prestation, mais c'est aussi une manière, de reconnaître, la compétence et la conformité aux exigences de la norme, des organismes de formation et c'est une manière, de valoriser, celles et ceux qui travaillent le mieux, tout Bien simplement. sûr. Voilà, donc ça me semble important de le rappeler. On a parfois un petit peu tendance à l'oublier. On ne peut pas voir, tout ça uniquement comme une contrainte. C'est aussi quelque chose qui garantit la qualité et qui engage tout le monde dans ce fameux processus d'amélioration continue qui est le moteur de notre activité. On a vu, voilà, les obligations, nouvelles, qui sont apparues, en tout cas, ou qui ont été renforcées, dans le cadre, de la sous-traitance et du CPF. Voilà. Évidemment, tous ces éléments de doctrine, ces éléments, légaux, vous les retrouvez sur notre site internet, hein, il y a pas de souci. Comme d'habitude, tout est extrêmement bien, mis à jour et documenté. J'en profite d'ailleurs pour, parce que c'est toujours la petite problématique quand on enregistre l'enregistrement se fait à un instant T. Mmh. Il faut pas oublier, voilà, que ces éléments de réponse, ils sont valables dans le cadre juridique, du jour, du moment où on Tout à fait. tourne la vidéo et que c'est hors jurisprudence future. Voilà, c'est quand même important à le souligner. Gardez toujours ça à l'esprit. Notre site internet, ce qui est, consigné, dessus, est, pour le coup, en permanence mis à jour. Donc, voilà, soyez tranquilles avec ça. On a vu aussi, le contenu du contrat. Voilà, tu nous as détaillé, point par point ce que devait, contenir ce contrat, le contrat de sous-traitant, hein. Attention, hein, on ne parle pas d'un contrat de travail, hein, mais bien du contrat de sous-traitant qui définit finalement le périmètre, de l'action, du sous-traitant par le donneur d'ordre et on a parlé de cette fameuse règle du 80-20 qui peut, être vue comme,
anxiogène par certains, mais qui en fait est finalement du bon sens. On espère qu'on a répondu à vos questions. Si vous êtes concerné par la certification Calliope, n'attendez pas d'être en difficulté d'un point de vue réglementaire. Donc déjà, dans un premier temps, allez sur le site internet, faites ce petit test d'auto-évaluation qu'on a vu tout à l'heure pour voir si vous êtes concerné en tant que sous-traitant. La législation évolue, mais les organismes certificateurs, Certifopac, on est là pour vous accompagner. Vous pouvez bien évidemment encore et toujours faire une demande de devis et de cotation pour votre certification en ligne. C'est parfaitement gratuit, totalement sans engagement, et ça vous permet de tester l'ensemble de nos outils. Donc voilà, profitez-en, ça c'est très important, et ça vous permet de vous rassurer sur la suite de votre activité. Il me reste plus qu'à finalement vous remercier toutes et tous. Merci Yeter. Merci Sébastien. Et vous inviter à suivre nos contenus qu'on espère le plus qualitatif possible, et puis nous suivre sur les réseaux, sur LinkedIn, sur YouTube, et puis encore et toujours on reste à votre disposition par téléphone, mais aussi un petit outil que on n'utilise pas toujours suffisamment, c'est la possibilité de réserver des créneaux de rendez-vous avec nos commerciaux, avec vos chargés d'affaires directement, avec le petit lien booking qui va bien dans nos signatures et puis sur notre site internet. Voilà. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. À bientôt.